marche du monde. Choisis la pilule bleue et tout s'arrête. Youssef Indy. Choisis la pilule rouge, tu restes au pays des merveilles. La marche du monde. Chers auditeurs, bonjour, bonsoir, vous êtes bien sur ERFM et vous écoutez la 5e édition de la Marche du Monde en compagnie de Youssef Indy. Youssef, salut à toi, c'est toujours un grand plaisir de te retrouver. Bonjour Yann. Nous allons continuer notre analyse méthodique, pour ne pas dire notre débunkage, pardonnez l'anglicisme mais nous ne sommes pas sur Radio Bourgeoisie, de ce que nous appelons l'opération Zemmour, qui s'apparente de plus en plus à une OPA hostile de la haute finance et du patronat sur la droite nationale française, et dont le démantèlement de la petite PME familiale Le Pen ne semble être qu'une étape. En effet, la semaine dernière a vu une succession de ralliements spectaculaires en faveur d'Éric Zemmour, qui sont autant de trahisons pour Marine et le Rassemblement national. Ralliements savamment orchestrés par les équipes de com d'Éric Zemmour. Dans l'ordre, nous avons donc eu le petit Damien Rieu, le tweetos compulsif, ancien de Génération Identitaire, débauché pour s'occuper de la campagne sur les réseaux sociaux. Alors lui, clairement, je pense que si on lui enlève Twitter, il finit en HP. Mais ça reste quand même une prise. Nous avons eu Jérôme Rivière, député européen qui rejoint la campagne de Zemmour en tant que porte-parole et vice-président du parti Reconquête. Gilbert Collard, autre député européen, personnalité connue des plateaux télé, forte gueule du paysage politique français. Puis nous avons eu également 2 conseillers régionaux de PACA. Voilà. Et cerise sur le gâteau, à cela s'ajoute Marion Maréchal, dont on connaît la proximité avec Zemmour et dont la garde rapprochée a déjà sauté le pas. Effectivement, sa garde rapprochée qui s'occupe de son école qui ne marche vraiment pas très bien et qui, à mon avis, cherche une voie de reconversion. Cependant, Marion s'est un peu fait couper l'herbe sous le pied par sa tante, qui a assez bien joué le coup, il faut bien l'avouer, en jouant la carte familiale et sentimentale. Ce à quoi se sont ajoutés les propos de Jean-Marie, le grand-père, qui a déclaré qu'il ne comprendrait pas que Marion soutienne Zemmour au détriment de sa fille. Voilà, bon, on est en plein drame familial, comme toujours avec les Le Pen. Ça ne change pas. Bref, ce qui devait être un peu le clou de cette période faste pour les zemmouristes est un peu gâché, mais ce n'est qu'une question de temps, on s'en doute. Les équipes de com du candidat Zemmour, à mon avis, attendent un moment plus propice pour mettre en scène ce ralliement de Marion Maréchal. Ce qu'on peut dire, c'est que ce nouveau parti Reconquête, taillé sur mesure pour le candidat Éric Zemmour, parti dopé au lever de fonds opéré à la City et à Genève, et qui bénéficie d'une incroyable exposition médiatique offerte par Bolloré sur ses chaînes et notamment CNews, ce parti est véritablement en train de prendre corps avec tous ces ralliements. Il ne lui manquait que quelques têtes de gondole à mettre autour du candidat Zemmour et c'est maintenant chose faite avec entre autres l'arrivée de Marion Maréchal et de Gilbert Collard. Un nouveau parti à la droite du RN sur une ligne donc purement identitaire, souverainiste, on ne sait pas, mais identitaire sûrement, voit le jour. Et cela, Youssef, tu l'avais parfaitement annoncé dès 2017 dans ton article intitulé « La mort des idéologies modernes et des partis politiques ». Oui, c'était à la fin juste après les élections présidentielles de 2017. L'article date du mois de mai 2017, dans lequel j'écrivais entre autres choses que ce à quoi travaillait Éric Zemmour, c'était à la création d'un parti néoconservateur, identitaire et libéral. Et je parlais de Marion Maréchal Le Pen, qui était entourée de Gilbert Collard et de Robert Ménard. Et je disais à l'époque, donc dans cet article, qu'elle ferait son grand retour, entre guillemets, en politique et rejoindrait ce nouveau parti néoconservateur, identitaire et libéral. C'était une hypothèse. C'est vrai que je parlais même pas au conditionnel à l'époque. Je parlais au futur parce que ça me paraissait évident.
Et là, nous y sommes, c'est-à-dire que ce parti identitaire néoconservateur libéral a été créé, c'est Reconquête, le parti d'Éric Zemmour. À l'époque, je disais qu'Éric Zemmour travaillait à la création de ce parti, mais je n'imaginais pas encore qu'il en prendrait la tête. Donc, première prédiction réalisée. Et la deuxième prédiction qui est en train de se réaliser, c'est Marion Maréchal qui déclare qu'elle a très envie de revenir en politique et qui s'apprête, en tout cas qui a déjà déclaré qu'elle ne soutiendrait pas sa tante Marine, et qui s'apprête à soutenir Zemmour, parce qu'elle a déjà dit que sa ligne, sa stratégie, etc. lui plaisait. Donc voilà, deuxième prédiction qui se réalise. J'ai retweeté en fait cet article que j'avais écrit en 2017 hier en disant que ces gens-là sont prévisibles. Les Collard, les Ménard, les Marion Maréchal, les Zemmour, c'était écrit d'avance, et voilà, donc nous y sommes. Et là, l'offensive se précise. On a eu une sortie de Jordan Bardella sur BFM qui dénonçait très clairement les méthodes déloyales de l'équipe de Zemmour, qui, selon lui, promet des postes, de l'argent et carrément des circonscriptions futures en échange d'un ralliement. Et Marine Le Pen a dit elle ne supportait pas ce qu'elle appelle la taquilla, et a demandé à ceux qui voulaient partir de partir immédiatement. Qu'est-ce que t'en penses, Youssef ? Alors, première chose sur les méthodes de Zemmour, je tweetais il y a quelques jours, de façon ironique, en voyant tous ces départs, toutes ces trahisons, que Reconquête, et donc les patrons d'Éric Zemmour, les financiers d'Éric Zemmour, devaient avoir un budget alloué aux prostituées politiques, et en fait Jordan Bardella vient de le confirmer, c'est-à-dire que c'est une véritable OPA. Tu m'en parlais en off juste avant, tu avais fait le parallèle entre les grandes entreprises multinationales et les PME, justement, rachetées par ces grosses entreprises, et ça ressemble beaucoup à ça. Ça ressemble à la petite boutique familiale qui est absorbée par la multinationale. Alors, la multinationale qui naît du jour au lendemain. Et effectivement, comme tu me le disais, ça ressemble beaucoup à l'opération Macron en 2017. Et la seconde partie de ta question, c'était Marine Le Pen qui parlait de taquilla. Oui, alors elle a dit précisément que elle trouvait insupportable ces traîtres qui pratiquaient la taquilla, c'est-à-dire la dissimulation, qui sont chez elle, donc au RN, mais dont le cœur est ailleurs, c'est-à-dire chez Zemmour. Bon, première précision, elle dit que taquilla, ça veut dire dissimulation. Non. Taquilla est un terme arabe qui signifie prudence, et très souvent, les identitaires qui sont incultes parlent de taquilla pour tous les musulmans. Ce qu'il faut savoir, c'est que la taquilla est un concept qui est ignoré de la majorité des musulmans, donc sunnites. Ça a été développé en fait dans la minorité chiite, qui était parfois, dans des contextes politiques difficiles, sous des pouvoirs sunnites. Et donc pour se protéger, ils pratiquaient ce qu'on appelle la taquilla, c'est-à-dire qu'ils se faisaient passer pour des sunnites alors qu'ils étaient en réalité chiites. Voilà. Et or, la dissimulation est un terme que j'utilise moi, dans mon ouvrage L'autre Zemmour, que j'utilise depuis plusieurs années. La dissimulation, j'en parle pour qualifier les maranes ou les franquistes, c'est-à-dire précisément Éric Zemmour, qui se font passer pour ce qu'ils ne sont pas. C'est-à-dire, dans le cas d'Éric Zemmour, je parlais de dissimulation parce qu'il se fait passer pour un juif assimilé, parfaitement francisé, alors qu'il est un tribaliste religieux, voire racialiste, puisque et sa femme et sa maîtresse sont issus de la même communauté que lui. Et également, si tu me permets, Youssef, son cercle rapproché, ce que le Figaro appelait les mousquetaires, les mousquetaires qui sont autour de lui,
j'ai nommé Sarah Knafo, donc sa directrice de campagne, stratège, directrice de la communication, conseillère spéciale, plume, qui en plus s'accompagne et qui serait en plus enceinte. Il y a Olivier Oubédia, l'ancien sarkozyste qui s'occupe des événements. Il y a Jonathan Adler, le coordinateur depuis 2 ans du pôle programme d'Éric Zemmour, un ancien de chez Rothschild et JP Morgan. Julien Madar, en charge des levées de fonds, le directeur général de Check My Guest, là, une start-up connue sur la place de Paris, lui aussi un ancien de chez Rothschild. Et puis Franck Tapiro, le communicant. Donc on voit quand même qu'autour de lui, son premier cercle, donc ceux qui vraiment sont au poste clé, sont tous de la même communauté. Voilà, et les colleurs d'affiches, etc. sont des Français de souche. Alors il y en a qu'un dans le cercle proche, dans les mousquetaires. C'est le Bertrand de la Chênaie, mais j'ai l'impression que c'est l'arbre Goy qui cache la forêt juive. Et ils l'ont bien choisi, un ancien militaire qui a bien une tête de Goy. Ça, ils l'ont bien choisi, lui. Oui, c'est ça. C'est comme je l'ai dit, c'est La Vérité si je mens qui fait une OPA sur l'extrême droite. Et ça me rappelle là, le débat que j'avais eu avec Julien Rochdy, où je l'avais prévenu lui et tous les autres en leur disant qu'ils n'auraient même pas les miettes du zemmourisme. Et quand par exemple j'ai débattu avec le directeur de Présent, je lui avais dit en substance à peu près la même Bergeron, chose. Et, c'est ça. Oui, voilà, Bergeron a indiqué dans son journal Présent que Éric Zemmour avait été... Donc ils ont demandé plusieurs interviews à Éric Zemmour et il a refusé. Guibon aussi de l'incorrect voulait faire partie de l'équipe, mais il a été rejeté à la porte. Donc c'est ce qui est en train de se passer, c'est-à-dire que c'est une OPA, ils achètent quelques cadres et quelques figures médiatiques pour faire des coups en réalité, et les petites mains sont utilisées puis jetées. Voilà ce qu'est le zemmourisme. Ouais, et à ce titre-là, je pense qu'il est important de souligner la façon dont Éric Zemmour finance sa campagne, puisque, comme on l'a dit, il y a énormément de similitudes avec l'opération Macron en 2017 et son parti En Marche. Tout d'abord, ce qu'il faut savoir, c'est que grâce aux dons et aux adhésions, le parti a déjà levé presque 10 millions d'euros. Donc c'est à peu près peu ou prou ce que Emmanuel Macron avait récolté à la fin du mois de mars 2017, avant de compléter cette somme par un prêt. Et quand on regarde dans le détail qui a fait des dons en faveur d'Éric Zemmour, on se rend compte que un gros tiers en fait ont fait des dons supérieurs à 1 000 euros. Donc il a vraiment un pool de gros donateurs. Bon, bien sûr, ils sont obligés de respecter la loi et les conditions de financement des partis, mais quand même, il y a quand même un pool de gros donateurs. Et à cela s'ajoute l'association des amis d'Éric Zemmour, qui a fait des levées de fonds à Londres 2 fois et plusieurs fois également à Genève, qui est venu draguer un peu des gérants de hedge funds, des traders, des grands banquiers d'investissement, et également des tours de table qui se sont faits dans les salons parisiens. Je n'invente rien, ça c'est tiré d'un article des Échos et puis d'une enquête de Mediapart que nous avons consulté tous les deux. Donc voilà, donc on voit bien que la sociologie quand même des donateurs de Zemmour n'est pas finalement, des gros donateurs de Zemmour n'est finalement pas très loin de celle d'Emmanuel Macron. C'est les mêmes, il faut le dire. Oui, c'est la même. Juste ce que je voulais dire, c'est que donc déjà dans le financement, on voit effectivement beaucoup de similitudes. Et puis bien sûr cette espèce de rouleau compresseur médiatique avec CNews en tête de pont, qui nous a vendu du Zemmour en veux-tu en voilà depuis 2 ans. Bon, c'est exactement la même méthode qu'on avait connue avec Macron en 2017. Oui, d'ailleurs, quand on regarde la liste, on trouve la sœur de Vincent Bolloré, par exemple. On trouve un cadre important du laboratoire Johnson & Johnson, qui ont d'ailleurs fabriqué... Ils font partie des grands laboratoires qui ont fait les premiers vaccins contre le Covid-19, ce qui peut expliquer aussi l'attitude de Zemmour très prudente sur la vaccination. Faut ajouter à cela que Bolloré Logistique a participé
au transport des vaccins à travers le monde également. On a aussi une liste, alors j'en avais rapporté une partie dans mon article de septembre-octobre dernier, qui s'appelait l'opération Zemmour-Macron et le grand remplacement de l'extrême droite, un certain nombre d'anciens macroniens, c'est-à-dire des gens qui ont participé à la campagne directement ou indirectement d'Emmanuel Macron en 2017. Et d'ailleurs, Julien Madar était lié à Macron. Il était présent lors des dîners pour les levées de fonds d'Emmanuel Macron en 2016-2017. Exactement. Donc, en fait, on retrouve les mêmes méthodes, le même modèle et les mêmes personnes derrière Zemmour et derrière Macron. Et s'ajoute derrière Zemmour, je l'ai déjà dit à plusieurs reprises, les réseaux sarkozystes. Donc en fait, derrière Zemmour, on a l'oligarchie, la banque, les réseaux macroniens et les réseaux sarkozystes. C'est une synthèse en réalité. Ce qui est fascinant, c'est de voir des gens qui y croient, qu'Éric Zemmour va les sauver du système. Incroyable. Donc tout ce financement pour l'opération grand remplacement de la droite nationale. Et comme tu l'expliques très bien là dans ton dernier article, l'extrême droite, la droite nationale, qui était en fait le dernier carré non contrôlé par la communauté. Et avec Zemmour, il semblerait qu'on soit en bonne voie pour que ce dernier carré tombe. Et je voulais juste faire une petite... mentionner un article du Monde qui est sorti hier, donc nous enregistrons aujourd'hui le 31 janvier, qui est sorti hier, donc le 30, qui mettait un coup de projecteur sur la société e-politique, qui est une agence de communication qui est très très liée au RN. C'est d'ailleurs l'agence qui s'occupe en fait de la com de l'essentiel des parlementaires européens et des personnalités du RN, et qui est en fait une entreprise qui est par l'actionnariat appartient à Frédéric Chatillon et à Axel Lousteau, et cette entreprise qui est dirigée par Paul-Alexandre Martin. Et ça, ce sont des très 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 proches de Marine Le Pen, et c'est vraiment ce qu'on appelle les anciens gudards. Et on voit bien qu'avec cet article, non seulement ils veulent grand remplacer les politiques, mais ils veulent aussi mettre la main sur le business qu'il y a autour. Et je pense qu'il serait très content que Paul-Alexandre Martin, qui est connu dans le milieu, que tout le monde le connaît, soit grand remplacé par Franck Tapiro. Oui, c'est un grand remplacement à tous les étages, et si j'ai bien compris, ces personnalités-là sont ciblées depuis un certain nombre d'années, puisqu'ils représenteraient une tendance proche de Marine Le Pen qui serait judéo-sceptique et antisioniste, si j'ai bien compris. Donc on comprend ainsi pourquoi, outre le fait qu'il faille de leur point de vue mettre un terme à la lignée des Le Pen, c'est-à-dire en fait des Français de souche bretons et blonds à la tête de l'extrême droite. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est Marine Le Pen, si elle arrivait au second tour et qu'elle gagnait par chance ou par malchance, tout dépend du point de vue, parce que je sais même pas si elle a envie de gagner, mais ne serait pas sûre de sa ligne. C'est-à-dire elle n'a peut-être pas, elle a donné beaucoup de garanties, mais ses propres gènes, sa famille et ses amis de jeunesse ont dû déclencher ont dû provoquer beaucoup de méfiance et de crainte de ce point de vue-là. Et c'est pour ça que le rôle d'Éric Zemmour, outre tout ce qu'on a dit là, et ce que j'ai expliqué depuis en fait 2020 maintenant, c'est d'empêcher Marine Le Pen d'accéder au second tour. Donc il y a cela, il y a remplacer l'extrême droite française par La Vérité si je mens, c'est s'assurer que cette tranche idéologico-politique ne soit plus occupée par la maison Le Pen, donc qu'elle soit détruite, y compris de l'intérieur, et également empêcher Marine Le Pen d'accéder au second tour. Et toute l'opération Zemmour, point de vue sur le plan électoral, et d'affaiblir Marine Le Pen. Et il l'a dit lui-même, face à Hanouna. Il a dit, il a répondu à la question qu'on lui avait posée, à savoir qu'est-ce que vous répondez au LR, donc à Valérie Pécresse, s'il vous empêche d'avoir les 500 signatures.
Il a répondu, eh bien c'est simple, si vous m'empêchez d'avoir les 500 signatures, vous aurez une Marine Le Pen au second tour à 25% et Valérie Pécresse n'y sera pas. Il dit ça avec un grand sourire. Donc il admet lui-même que son rôle est de permettre à Valérie Pécresse de passer au second tour, donc d'empêcher Marine Le Pen d'accéder à ce second tour. Tout est là en réalité sous nos yeux, puisque Éric Zemmour n'accédera pas au second tour. C'est écrit d'avance. D'ailleurs, ce qu'il faut ajouter, c'est que le jeu de l'Élysée aujourd'hui ressemble beaucoup au jeu de François Mitterrand dans les années 80. C'est-à-dire, à l'époque, c'était faire monter Jean-Marie Le Pen et le Front National pour affaiblir la droite et permettre au Parti socialiste et à Mitterrand de se maintenir au pouvoir. Et aujourd'hui, le parti en fait qui remplace la droite, parti de droite centrale, c'est le RN. Et donc il s'agit de faire monter Éric Zemmour pour affaiblir le RN et pour assurer la réélection de Macron ou l'élection de Valérie Pécresse. Voilà à quoi sert Éric Zemmour. Et donc une fois qu'on a dit ça, qu'on a bien mis en lumière les réseaux qui sont finalement la chose la plus importante, je rappellerai la phrase d'Alain Soral, la différence entre un chanteur et un homme politique, c'est que le chanteur, ce qui est intéressant à écouter, c'est ses paroles. L'homme politique, c'est tout l'inverse. C'est surtout pas les paroles et c'est plutôt qui produit derrière. Et donc c'est vrai que c'est proprement... c'est hallucinant, mais c'est triste également de voir tous les gens tomber dans le panneau. Moi, j'en connais beaucoup sur le terrain, qui sont maintenant tous... derrière Zemmour avec enthousiasme et qui ne se rendent pas compte que l'appareil est complètement contrôlé par la communauté et financé par les mêmes qui ont financé Macron, comme on vient de l'exposer. Et donc une fois qu'on a dit ça, on peut s'amuser des pseudo-polémiques lancées par Zemmour, notamment sur Pétain. Oui, alors sur Pétain, il y aurait beaucoup de choses à dire, mais pour résumer mon dernier article sur le sujet, quand Éric Zemmour dit le maréchal Pétain a sauvé des Juifs, en fait, il dit ça pour ne pas dire que les Israélites français auxquels il se rattache, mais dont il n'est pas issu, eux ont donné les Juifs à Vichy et donc aux nazis. Quand on dit les Israélites, c'est les organisations comme le Consistoire et l'UGIF. Et donc, c'est intéressant de rappeler cela parce que toute la culpabilisation qui pèse, qui est utilisée contre les Français est basée sur ce mensonge. Enfin, plutôt ce non-dit de ces organisations juives qui ont donné, qui avaient en fait les listes d'enfants que le rabbinat, le consistoire et donc le GIF refusaient de donner à des familles chrétiennes parce qu'ils avaient peur que ces enfants soient christianisés par ces familles. Donc ils les ont maintenus dans des familles juives. Et ils avaient bien sûr les listes des noms et des adresses, ce qui arrangeait bien les nazis. Et l'UGIF a livré les adresses, les noms de ces juifs enfants, mais aussi adultes, et parfois même les accompagner eux-mêmes jusqu'au camp qui allait les mener ensuite à Auschwitz. Et quand on connaît cette histoire-là, quand on se penche sur cette histoire, on comprend mieux la volonté d'Éric Zemmour de défendre le maréchal Pétain. En fait, défendre le maréchal Pétain en disant « il a sauvé des Juifs », c'est, je le répète, une façon de dire « mais qui a donné ces Juifs étrangers ?» Et quand on creuse, on découvre que ce sont les organisations israélites françaises qui voulaient se maintenir leur position et qui ont donné, en fait, qui ont utilisé comme bouc émissaire et qui ont sacrifié les Juifs étrangers, notamment venus de l'Est, pour se sauver eux-mêmes. Donc, si Éric Zemmour veut véritablement sortir, en fait, de la logique de repentance, ce qu'il faut dire, c'est que et des républicains bon teint
et des gens de gauche. Ça, je renvoie au livre de Xavier Moreau, le livre noir de la gauche française, dans lequel il explique que ce sont les gens de gauche qui ont activement collaboré, et des Israélites ont collaboré et donné des Juifs. Ça permettrait justement de faire sortir les Français de lever en fait le poids de la culpabilité sur les Français, en disant voilà, il y a des Français qui ont collaboré, il y a des Juifs qui ont collaboré, il y a beaucoup de gens de gauche qui ont collaboré. Voilà. Mais ça serait aussi reconnaître que ces Juifs qui ont collaboré et donné d'autres Juifs, donc des Israélites qui ont donné des Juifs étrangers, ont lavé leur linge sale en famille, et en fait ont été tout simplement blanchis. C'est-à-dire tous ces Juifs coupables n'ont pas été jugés par la République, par la justice, qui a jugé les Français collabos, mais ils ont en interne, donc le CRIF a blanchi ces Juifs coupables de crimes. Donc voilà. C'est intéressant, d'analyser ces biscuits lâchés par Zemmour et ses équipes, ces gages donnés à la droite nationale. Donc effectivement, quand il dit que le régime de Vichy a sauvé des Juifs, mais également quand il parle de la Russie et qu'il se fait le chant d'une politique extérieure française plus aimable vis-à-vis de la Russie de Poutine, et je pense que ça mérite d'être étudié également, puisque tu me diras ce que t'en penses, Youssef, mais je pense que une des principales raisons pour lesquelles la communauté veut mettre la main sur la droite nationale, je pense que une des principales raisons concerne la politique extérieure. Et je pense qu'il y a bon nombre de proches de Marine Le Pen, comme Thierry Mariani, qui est un pro-russe affirmé, qui est d'ailleurs marié avec une Russe, qui a fait plusieurs voyages en Crimée. Et je pense que la communauté voit d'un très 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 mauvais œil cet entourage-là, et craint un réalignement français avec ce qui faisait la grandeur de la France sous De Gaulle, c'est-à-dire une politique pas pro-arabe, mais moins sioniste en tout cas, moins atlantiste, plus indépendante, plus ouverte avec la Russie, et qui cherche vraiment un équilibre entre les puissances. Qu'est-ce que t'en penses, Youssef ? C'est déjà ce qui est arrivé à Fillon en 2017. C'est une des raisons pour lesquelles il a été neutralisé par la justice, qui a été utilisée par le pouvoir. On sait qu'il était plutôt proche des Russes, qu'il était favorable à une politique pro-russe. D'ailleurs, je crois qu'il est passé chez Gazprom depuis justement son évincement de la politique française. Et on se souvient que Marine Le Pen avait fait un voyage à Moscou, qu'elle avait rencontré Vladimir Poutine lors des élections durant la campagne de 2017, et ce discours-là d'Éric Zemmour vient justement se calquer sur ce gaullisme, du moins sur le plan géopolitique, d'un Fillon ou d'une Marine Le Pen. Mais le problème avec Zemmour, et c'est d'ailleurs le même problème avec Marine Le Pen, qui n'ose pas dire qu'il faut sortir de l'OTAN, c'est qu'il condamne en fait, c'est qu'il pointe du doigt les conséquences dont il chérit les causes. C'est-à-dire qu'il dit qu'il faut sortir du commandement intégré sans sortir de l'OTAN. C'est Xavier Moreau d'ailleurs l'avait très bien souligné. Mais si vous sortez du commandement intégré, mais que vous vous maintenez dans l'OTAN, vous pouvez faire autant de déclarations d'amour à la Russie que vous voulez. Si vous êtes à la tête de la France et toujours dans l'OTAN, vous vous êtes entraîné dans cette géopolitique américaine et anti-russe, qui met en danger non seulement la France, mais toute l'Europe et par suite le reste du monde.
parce que rester dans l'OTAN, c'est accepter cette géopolitique américaine de contention de la Russie et de provocation à ses frontières. C'est donc pousser la Russie d'une certaine façon à intervenir en Ukraine, parce que s'ils installent des missiles à 4 minutes de Moscou, les Russes ne laisseront pas faire, et vous connaissez la suite. Donc Éric Zemmour, quand il tient un discours pro-russe, c'est un peu comme il y a quelques années Émeric Choprad qui tenait un discours pro-russe mais anti-iranien, qui est en fait le même discours d'ailleurs que Henry Kissinger, qui a rencontré Vladimir Poutine en 2008 et en 2012 lors de 2 élections présidentielles en Russie, et qui en fait déclarait publiquement qu'il fallait intégrer la Russie au système international, mais en échange, la Russie devait abandonner ses alliés au Proche-Orient, à savoir l'Iran et la Syrie, et donc laisser en fait Israël et les États-Unis détruire ces nations-là, ce que la Russie a refusé. Donc tenir un discours pro-russe, c'est pas suffisant. C'est voir ce qu'il y a derrière. Est-ce qu'on tient un discours pro-russe, mais aussi une politique arabe gaulliste, parce que faut se rappeler que le discours, par exemple, du général de Gaulle en 67, c'était pas seulement de parler d'Israël, de condamner Israël, c'était de dire, maintenant que nous avons réglé le conflit algérien, nous, la France, donc par le général de Gaulle, nous renouons avec notre politique multiséculaire arabe. C'est-à-dire, là, on peut remonter très loin, pas seulement à François Ier, mais aussi à Charlemagne et l'ambassade au 8e, 9e siècle entre Charlemagne et Haroun al-Rachid. Donc, il y a une très vieille histoire géopolitique, historique, culturelle entre le monde musulman et la France. Or, le discours pro-israélien d'Éric Zemmour est anti-musulman, pas seulement anti-immigration, mais anti-musulman, vient brouiller en fait cette géopolitique qui se veut gaulliste. Donc il y a les vrais gaullistes, on les voit pas sur la scène politique. Bon, je parle pas de François Asselineau, etc., qui sont... Bon, il y a Philippot, quand même. Oui, Philippot, François Asselineau, c'est... disons que Philippot, c'est le décalque de François Asselineau. Mais il n'y a pas de grands candidats, de gros candidats, ou de candidats qui est susceptible d'accéder à la présidence, qui soient véritablement gaullistes. Mais c'est le rôle de Zemmour, d'empêcher que n'importe quel autre candidat sérieux n'émerge. Mais bien sûr, mais j'insiste sur le point précédent, c'est la frilosité de Marine Le Pen, qui refuse de sortir de l'Union européenne, de sortir de l'euro et de sortir de l'OTAN. Alors que c'était le discours du Front National à l'époque où Philippot était conseiller de Marine Le Pen. Et ça, c'est pas seulement un point de détail. Et en fait, c'est une critique plus globale qu'on peut faire à Marine Le Pen. Tout cela, en fait, toute cette partie du discours qu'elle a abandonné rentre dans le cadre de la dédiabolisation, et c'est cette dédiabolisation, sous les conseils notamment de Gilles-William Goldnadel, l'ami d'Éric Zemmour, qu'elle s'est affaiblie et qu'elle a laissé la place vide, vacante pour Éric Zemmour. Donc quelque part, Marine Le Pen est en train de récolter ce qu'elle a semé. Mais bon, de toute façon, nous savons tous que elle n'est pas à la hauteur. Hein. De toute façon, je veux dire, même dans ces équipes, malheureusement, hein, que j'ai côtoyées, tout le monde le voit bien. Mais pour revenir à Zemmour, donc ce qu'on sent, et tu parlais de l'OTAN. Donc c'est vrai, ce discours pro-russe, enfin pas pro-russe, mais plus ouvert envers Poutine et la Russie, mais en même temps un refus de sortir de l'OTAN. Bon, on peut faire exactement la même analyse sur l'euro et l'Europe. C'est-à-dire qu'il met en avant des réformes qui vont dans le bon sens, mais qui sont absolument irréalisables du simple fait de notre appartenance à l'Europe, donc au carcan juridique de l'Europe, mais surtout
à la mainmise monétaire de la BCE sur la France, qui du coup a un pouvoir exorbitant sur notre souveraineté, ne serait-ce que par ce contrôle de l'outil monétaire. Donc on voit bien qu'en fait sur les questions de fond, Zemmour ne répond pas, esquive. Donc en fait il n'est pas vraiment question d'une souveraineté, mais par contre il grossit le trait sur l'identité. Tu me diras ce que t'en penses, mais donc il nous vend donc cette espèce de fantasme d'une France blanche. Bon, moi je suis pas contre, hein, je signe, mais après il y a la réalité sur le terrain. Bon, donc il nous vend ce projet-là, il grossit le trait sur l'identité pour mieux cacher les problématiques de souveraineté. Qu'est-ce que t'en penses ? Alors ça c'est vraiment un discours contradictoire que je soulignais déjà en 2017, bien avant que Zemmour ne soit candidat. C'est un discours contradictoire et hypocrite. Dire je refuse de sortir de l'Union européenne et sortir de l'euro, ce que dit en fait Éric Zemmour, c'est se priver des moyens de pratiquer une politique protectionniste. Et quand on parle de protectionnisme, on parle de protectionnisme économique, financier, industriel, mais aussi en termes de mouvements migratoires. Donc, là encore, c'est combattre les conséquences sans remonter aux causes. Si la France ne sort pas de l'Union européenne et donc de Schengen, de l'euro, etc., elle n'aura pas les moyens de pratiquer une politique migratoire équilibrée ou de remigration, ce dont il a parlé. Donc tout ça, c'est de la poudre aux yeux. Lui le sait très bien. Et lui, sachant bien qu'il ne sera jamais élu, s'il tenait un discours anti-euro, il contribuerait en fait à faire avancer ce discours-là protectionniste, etc. Or, il ne le fait pas. Et je rappelle jusqu'en 2013-2014, Zemmour, dans des interviews que j'ai rapportées dans certains de mes articles, dans des interviews, disait qu'il fallait sortir de l'euro. Il militait, quand il était encore journaliste, pour la sortie de l'euro. À partir de 2017, il a commencé à torpiller Marine Le Pen, le Front National, Philippot, justement en leur reprochant de vouloir sortir de l'euro. Donc déjà à l'époque, il était un idéologue, un journaliste, un éditorialiste au service de l'oligarchie. Parce que le poids qu'il a dans les médias, l'influence qu'il peut exercer, notamment sur une partie de la bourgeoisie, pourrait servir à faire avancer la cause anti-euro et protectionniste. Sachant que, je l'ai déjà dit ici, l'euro est une monnaie trop importante pour l'économie française. C'est un Deutschmark élargi à l'échelle européenne. Et si vous regardez, on peut parler d'économie, si vous regardez les balances commerciales françaises et allemandes, la balance commerciale allemande était déficitaire jusqu'en 2002. Et la balance commerciale française était positive jusqu'en 2002. Et si vous regardez les courbes, à partir de l'instauration de l'euro, vous voyez la balance commerciale de l'Allemagne monter en flèche et la balance commerciale de la France s'effondrer. Donc, pour faire très simple, je veux dire, un Français qui n'a pas la mentalité allemande, entre une Mercedes, entre une Audi et une Peugeot qui valent à peu près le même prix avec l'euro dans les années 2000, eh bien, son choix est vite fait. Il va choisir l'Audi. Donc, l'euro est une monnaie qui est fondamentalement anti-protectionniste. Et Éric Zemmour, je le dis, je le répète, est fondamentalement opposé, il l'a dit, il le répète, à l'euro, à la sortie de l'euro et à la sortie de l'Union européenne. Donc tous les réseaux, le discours, l'idéologie, tout démontre que c'est un candidat macrono-compatible, compatible avec l'oligarchie. Il n'y a rien, en fait, qui démontre le contraire. Rien. Strictement rien. Le seul argument de certains zémouriens, c'est de dire, je suis désolé de le mentionner, mais comme Pierre Jovanovic, qui est par ailleurs certainement très sympathique, qui fait l'éloge de mon travail, là, d'accord, mais quand il dit, par exemple, mais qui vous dit qu'une fois au pouvoir, il ne va pas torpiller l'Union européenne, il ne va pas faire le contraire de ce qu'il dit.
Donc là, en fait, on en arrive, pour le défendre, à aller chercher dans ses arrière-pensées. Ah bon, je croyais que Éric Zemmour était quelqu'un de sincère qui disait tout ce qu'il pensait. Non, mais en fait, maintenant, pour le défendre, on nous dit, ah non, mais il tient un discours, mais en réalité, il pense le contraire, parce que vous allez voir, quand il va arriver au pouvoir, ça va chauffer, etc. C'est pas sérieux. C'est pas sérieux, parce que le discours est extrêmement important. S'il avait un discours véritablement protectionniste contre l'euro, contre l'Union européenne et pour la sortie de l'OTAN, même s'il n'arrivait pas au second tour, il réussirait à imposer ces questions-là. Je ne parle même pas de la tyrannie sanitaire. J'ai regardé le débat entre Mélenchon et Zemmour, pas le dernier, mais l'avant-dernier, sur BFM TV, parce que c'est quand même difficile de s'infliger ça. Pas un mot sur la tyrannie sanitaire, sur la vaccination, sur le Covid. Leur débat, quand j'écoute, leur débat tournait autour des éoliennes et du nucléaire et de l'islam. Mais on avait l'impression qu'on était en 2017 ou en 2012. Il n'y a pas eu de confinement, il n'y a pas eu de Covid, il n'y a pas eu de passe sanitaire, il n'y a pas de vaccination quasiment obligatoire. Et d'après ce qu'on m'a dit, lors du dernier débat, ils n'ont pas non plus abordé la question. Donc c'est un écran de fumée. Oui, tout ça, c'est du théâtre. On voit bien que chacun essaye de mobiliser son camp et que finalement, ils opèrent un peu en miroir tous les deux et chacun est bénéfique à l'autre. D'ailleurs, je tiens à souligner que Jordan Bardella devait avoir justement ce débat avec Mélenchon, et Mélenchon a refusé pour revenir dans l'émission de Cyril Hanouna, Baba. Chez Baba, je me souviens plus du nom, enfin le nom face à Baba. Face à Baba, c'est notamment ridicule que je ne le retiens pas. Et il est revenu pour refaire ce cinéma, et je pense que Zemmour, comme Mélenchon, mise énormément là-dessus pour que chacun puisse mobiliser son camp et cliver. Et effectivement, comme tu le dis, il est hors de question dans ces conditions, sur la chaîne de Bolloré en plus, de parler des sujets qui peuvent faire consensus comme le Covid. Et donc effectivement, tout ça n'est que de la poudre aux yeux et du théâtre. Et juste pour revenir sur les sponsors de Zemmour, donc comme nous l'a très bien expliqué l'article de Mediapart, le tropisme financier est omniprésent. J'invite les gens à faire leurs recherches par eux-mêmes. On a évoqué les levées de fonds à Londres, on a évoqué les levées de fonds à Genève, le profil des gros donateurs, et il est clair, c'est une évidence, que ces gens-là n'ont aucun intérêt à ce que la France sorte de l'euro. Je veux dire, c'est une évidence. Ces gens-là sont possesseurs de plusieurs milliards d'actifs financiers et immobiliers, et il est bien évident que si la France sortait de l'euro demain, ils subiraient une perte sèche sur leurs actifs qui serait peut-être de l'ordre de 40-50%. Alors ce serait extrêmement bénéfique pour les gens qui travaillent, puisqu'il y aurait effectivement un choc de compétitivité, et le travail en France serait meilleur marché. Donc ça pourrait effectivement relancer le travail en France, l'industrie et les relocalisations. Mais il faut bien comprendre que ces gens-là n'ont pas du tout ça en vue. Eux, ce qu'ils veulent, c'est justement préserver leur richesse, et l'euro est un formidable bouclier pour cela. Oui, l'euro est la monnaie des riches. Exactement. C'est très clair. Et d'ailleurs, lorsque ça, je l'avais rapporté, mais ça a été rapporté dans la lettre A, la lettre confidentielle, et que j'ai rapporté dans mon article l'opération Macron, l'opération Zemmour-Macron, le grand remplacement de l'extrême droite. Éric Zemmour dîne au mois de juin 2021 avec Henri de Castries et plusieurs autres grands patrons, PDG du groupe M6, etc. Et il leur dit, il les rassure, il leur dit, sur le plan économique, ce ne sera pas la révolution. Si j'arrive à l'Élysée, ce sera pour m'occuper d'une chose, le choc des civilisations. Tout son discours, c'est choc des civilisations contre l'islam. C'est ça son projet. Et d'ailleurs, Patrick Buisson, qui était derrière Zemmour jusqu'en 2019, puisqu'il voulait le pousser à se présenter, déjà aux élections européennes, puis aux élections présidentielles. Buisson était à la manœuvre. Finalement, je crois qu'ils se sont brouillés, séparés. Et Buisson, ce qu'il dit, c'est très clair. Il dit, si Zemmour part
à la conquête du pouvoir, il se présente à la présidentielle avec un discours de guerre civile religieuse. Il dit, notre camp va perdre parce que les Français ne vont pas voter pour quelqu'un qui leur promet la guerre civile, que ça soit de façon explicite ou implicite d'ailleurs. Les gens ne votent pas pour quelqu'un qui va leur apporter le conflit. Et deuxièmement, il dit c'est extrêmement dangereux. Extrêmement dangereux. Et en fait, ce qu'il dit, c'est que ça enterrera définitivement la droite nationale. C'est se priver de la victoire. Donc je pense que lui, Buisson, son ambition, c'est que ses idées triomphent et soient au pouvoir. On l'a vu, il a été conseiller de Sarkozy. Et je pense qu'il a dû se brouiller avec Zemmour pour cette question de ligne politique. Lui, ce que veut Buisson, c'est un candidat qui fasse gagner ses idées. Et il a peut-être pas compris dans un premier temps que le rôle d'Éric Zemmour, c'est pas cela. Le rôle d'Éric Zemmour, c'est justement d'empêcher la droite nationale d'arriver au pouvoir. C'est ça sa raison d'être sur le plan politique et électoral. Youssef, merci beaucoup pour ces analyses. Je pense qu'une fois encore, on a bien traité le sujet et on a enfoncé le clou. N'hésitez pas à faire écouter cette émission aux Zemmourolâtres, ceux qui ne voient que les choses en surface et qui ne veulent surtout pas voir ce qu'il y a derrière et notamment qui finance et quels sont les réseaux. Voilà, donc n'hésitez pas à partager cette émission autour de vous. Youssef, je te le redis, merci beaucoup. Je te dis à très vite. Et chers auditeurs, permettez-moi de mentionner notre nouveau financement participatif intitulé À l'avant-garde de la résistance. Financement participatif qui nous permet, via des dons récurrents, d'avoir une visibilité et une stabilité, ce qui nous permet bien sûr de continuer à faire vivre toutes ces émissions et également à développer des nouveaux projets. Donc nous comptons sur vous, sur votre aide pour faire partie avec nous de cette aventure pour la liberté, pour la vérité et pour une information libre. Voilà. Chers auditeurs, je vous remercie et je vous dis à très vite. Pour les contributeurs du financement participatif, vous restez avec nous. Nous allons approfondir la question de la dénonciation des Juifs sous l'occupation et plus particulièrement des enfants juifs qui furent dénoncés par d'autres Juifs et notamment l'UJIF qui est l'ancêtre du CRIF pour ceux qui ne le savaient pas. Voilà, donc vous restez avec nous, on continue l'émission avec Youssef. La marche du monde. Choisis la pilule bleue et tout s'arrête. Youssef Indy.